Donc, quelles sont les contraintes et les applications possibles face aux évaluations en ligne? La première chose qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi c'est si compliqué de faire des évaluations à distance. Donc, en fait, il faut se positionner sur plusieurs choses, dont la première qui est notre compétence. Est-ce que ma compétence que je dois évaluer peut se faire en ligne ou pas? Donc, ça peut arriver qu'il y ait des compétences qui ne peuvent pas se faire en ligne, mais la majorité peuvent se faire. Le niveau taxonomique, est-ce que mon niveau taxonomique de ma compétence, c'est la connaissance, l'application, ou mon étudiant doit faire une synthèse? Donc, ça aussi, ça peut être différent de la façon que je vais évaluer. L'utilisation d'un examen papier, est-ce que je vais brûler mon examen si je le mets en ligne? Donc, comment je vais faire pour prendre mon examen qui est papier et le transférer en numérique sans avoir à brûler mon examen? Donc, quelles vont être mes stratégies? Je dois bien entendu y réfléchir. L'utilisation de plusieurs outils numériques. Donc, par défaut, vous allez devoir utiliser une plateforme. Vous allez devoir demander à vos étudiants d'utiliser d'autres méthodes. Par exemple, on demande à nos étudiants de créer une capsule vidéo pour leur analyse, leur évaluation de l'oral. Donc, bien entendu, je vais évaluer l'oral, mais il ne faut pas que j'évalue l'outil avec lequel mon étudiant a utilisé et sa performance. Donc, je dois vraiment évaluer la bonne compétence. Comment je vais surveiller mes examens? Ça va être quoi mes méthodes pour surveiller mes examens, surveiller mes étudiants? Comment je vais prévoir que mes étudiants n'auront pas de problème avec l'accès à Internet, qu'ils vont avoir tous les outils nécessaires pour faire l'examen? Comment je vais prévoir les moyens pour limiter le plagiat? Donc ça, c'est une bonne question avec laquelle on va devoir réfléchir. Bien entendu, il faut penser aussi à nos étudiants avec des mesures d'aide pour nos besoins particuliers. Donc, comment je vais faire pour leur permettre d'avoir accès à leurs mesures d'aide? Ça aussi, il faut y réfléchir. Cependant, il y a quand même des moyens pour contourner ces contraintes. Donc, la première chose à voir, c'est bien entendu revoir le contenu de l'examen et de fonctionner avec l'approche par compétence. Je vous donne un exemple. Madame Cégep-Athée, elle considère qu'elle aura un problème avec son examen à distance parce qu'elle s'inquiète de l'accès des étudiants à leurs notes de cours. La compétence à développer, c'est de comparer les différents modes d'enseignement. Donc, c'est un niveau taxonomique de compréhension. Son examen qu'elle utilisait, c'est un examen papier et c'était plus au niveau de la connaissance sur les modes d'enseignement que sur la compréhension. Donc, en faisant cette analyse-là, elle a transformé son examen en mise en situation, où l'étudiant, selon la mise en situation, doit déterminer le mode d'enseignement et doit aussi justifier son choix. Donc, on a un niveau taxonomique qui est supérieur à la connaissance et ça nous permet de s'assurer finalement que l'étudiant a bien compris. On peut aussi changer la formule. Donc, on peut changer certaines choses dans cette formule-là. Je vous donne encore un exemple. J'ai Madame X qui donne un examen d'Excel. Donc, l'étudiant a un examen, il doit reproduire des choses sur Excel selon certaines mises en situation ou selon des consignes. Après l'examen, c'est possible de rencontrer nos étudiants avec des entrevues personnelles, seulement pour poser des questions sur l'examen et valider que c'est bien l'étudiant qui l'a fait. Donc, ça me permet d'avoir un plus sur mon évaluation. Ça me permet d'éviter le plagiat également. C'est aussi de faire des pratiques avant pour que l'étudiant soit apte à comprendre comment va se passer l'examen. Donc, y a-t-il quelque chose de plus stressant que de faire une évaluation et en plus de faire une évaluation et de ne pas savoir comment ça va fonctionner? Donc, c'est important de faire une pratique avec vos étudiants avant pour qu'ils s'assurent qu'ils vont comprendre comment le faire. Donc, s'ils doivent déposer un document, ben, ils vont savoir comment déposer un document. S'ils doivent faire un test sur Moodle, ben, ils vont savoir comment le faire et ils vont s'assurer que ça fonctionne. S'ils doivent remettre un devoir dans Léa, ben, ils vont savoir comment ça fonctionne. Donc, c'est important de faire une pratique avant l'examen en tant que tel. C'est aussi d'élaborer des techniques d'examen puis de surveillance. Donc, c'est vraiment de déterminer des règles appropriées par rapport à mon examen. Comment je veux que cet examen fonctionne, comment je veux que ça se passe et comment je vais le dire à mes étudiants. Parce que c'est important que nos étudiants soient informés sur comment ça va se passer. Y a-t-il des avantages à développer des évaluations en ligne? Ben oui, il y en a. Parfois, on considère que
le fait de revoir nos évaluations, parce que des fois, nos évaluations sont prêtées, sont données par des anciens enseignants. On ne réfléchit pas beaucoup à nos évaluations ou on réfléchit beaucoup aussi, ça peut arriver, mais ça peut arriver que en analysant nos évaluations, on se rend compte que finalement, on n'était pas au bon niveau taxonomique ou le fait de le transformer va être avantageux pour l'évaluation. C'est possible aussi qu'en revoyant vos évaluations et en utilisant les plateformes numériques, vous allez voir que ça l'aide beaucoup au niveau de la conception universelle des apprentissages. Donc, en ayant un document numérique plutôt que papier, notre étudiant qui a des difficultés d'apprentissage, va pouvoir le transformer, va pouvoir l'agrandir, va pouvoir utiliser des logiciels pour pouvoir l'aider. Ça permet aussi d'avoir des évaluations qui vont être réutilisables et bonifiables. Donc, ce qui veut dire que si je l'ai de façon électronique, c'est facile pour moi d'ajouter des questions, c'est facile pour moi de changer l'ordre de mes questions parce que c'est pas papier, c'est pas quelque chose que je vais imprimer ou reproduire. Donc, c'est facile pour moi de faire des modifications, d'ajouter des choses et de faire de nouvelles versions. Ça permet aussi la collaboration. Donc, quoi de plus beau que dans des enseignants qui enseignent la même matière et qui se donnent leur examen et qui construisent des banques de questions, des banques d'examens. Donc, ça peut permettre cette belle collaboration-là pour justement bonifier nos examens puis de les réinvestir. Ça nous permet aussi de pouvoir travailler avec nos conseillères pédagogiques sur l'évaluation. Donc, ça nous permet de réfléchir avec elles et ça nous permet aussi peut-être de travailler avec des techniciens spécialisés. Donc, si dans mon examen, je voudrais avoir une capsule pédagogique puis je voudrais qu'elle soit bien faite, à ce moment-là, je pourrais travailler avec des techniciens spécialisés. Utiliser les plateformes, c'est aussi laisser des traces et trouver des traces rapidement. Donc, quoi de mieux que d'aller valider si mon étudiant a fait quelque chose et que mon étudiant puisse aller revoir les traces de rétroaction aussi. Donc, tout le monde, ça leur permet de pouvoir trouver des traces rapidement sur les évaluations, la rétroaction, sur le cours qui a été donné. Donc, les étudiants et vous-même, enseignants, c'est vraiment bonifiant pour vous d'utiliser les plateformes. Ça vous permet d'avoir un suivi très, très rapide auprès de vos étudiants.